J'ai trouvé des papiers de divorce, mais mon coup de théâtre a poussé mon mari à me supplier de me reprendre. L'enveloppe n'aurait pas dû être là, blanche, simple, non cachetée, posée sur son bureau comme si ce n'était rien d'important, juste un autre morceau de papier dans son bureau à domicile méticuleusement organisé. Je ne fouinais pas. Je jure que non. J'étais seulement entré pour laisser le linge fraîchement plié sur sa chaise, comme je le faisais toujours le jeudi. Mais quelque chose dans cette enveloppe m'attirait. Peut-être était-ce la façon dont elle était posée là, négligemment, presque délibérément placée où je la verrais. Ou peut-être était-ce mon intuition qui hurlait que quelque chose n'allait pas après des mois de froideur et de nuits tardives au bureau. Je suis resté figé, regardant mon nom soigneusement dactylographié sur le devant. Non pas manuscrit, dactylographié, comme si je ne méritais même pas la touche personnelle de son écriture après 15 ans de mariage. Mes doigts tremblaient en sortant le contenu. Les mots se brouillèrent d'abord, un jargon juridique nageant devant mes yeux, mais certaines phrases percèrent le brouillard, différends irréconciliables, dissolution du mariage, partage équitable des biens. Des papiers de divorce. Déjà rédigés, déjà datés, n'attendant que les signatures. Je me souviens de l'étrange calme qui m'envahit. Pas l'hystérie à laquelle on pourrait s'attendre, pas même des larmes, juste une sensation froide et vide se propageant de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Je remis soigneusement tout exactement comme je l'avais trouvé et sortis, fermant la porte avec un léger déclic qui, d'une manière ou d'une autre, sonnait définitif dans la maison silencieuse. 15 ans réduits à des paragraphes cliniques sur qui obtient quoi. 15 ans à construire une vie, à survivre au cancer de sa mère et à ma fausse couche, à rénover cette maison pièce par pièce de nos propres mains, tout cela révocable d'une signature. Chérie, je suis rentré. Sa voix résonna dans le hall d'entrée 2 heures plus tard, le même ton joyeux qu'il avait utilisé la nuit dernière et la nuit précédente, le même homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là, me disant qu'il essaierait de rentrer pour le dîner. J'avais préparé son plat préféré, poulet au citron et aux herbes avec des pommes de terre rôties. L'ironie ne m'échappa pas lorsque je répondis, dans la cuisine. Ma voix ne se brisa pas, ne vacilla même pas. Il entra, desserrant sa cravate, souriant de ce sourire qui faisait autrefois battre mon cœur. Maintenant, je me demandais depuis combien de temps il s'entraînait à ses tromperies devant le miroir. Ça sent divinement bon ici, dit-il en venant derrière moi pour m'embrasser sur la joue. Son eau de Cologne, celle que je lui avais offerte pour Noël, flottait dans l'air entre nous. Occasion spéciale, demanda-t-il, remarquant les verres à vin, les bougies que j'avais allumées. Je souris, croisant son regard directement. J'avais juste envie de faire quelque chose d'agréable. Nous dînâmes en échangeant les banalités habituelles, sa journée au travail, le nouvel aménagement paysager des voisins, les projets pour le week-end, tout cela pendant que mon esprit rejouait chaque instant de nos derniers mois, les reclassant de « emploi du temps chargé » à « distance délibérée », de « stress au travail » à « préparation d'une sortie ». C'est vraiment bon, dit-il en attrapant ma main par-dessus la table. Tu t'es surpassé. Je serrai doucement ses doigts. Je suis contente que ça te plaise. J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. Quelque chose traversa son visage, culpabilité? Inquiétude? Je ne pouvais plus le dire. Ah bon, réussit-il à articuler. Je me demandais si tu avais remarqué que nous nous éloignions. Ma voix resta neutre, conversationnelle, comme si je demandais s'il allait pleuvoir. Il posa sa fourchette. Le travail a été intense, mais c'est temporaire. Le projet Henderson est presque terminé. Le projet Henderson. L'excuse parfaite pour les nuits tardives, la distraction, l'absence émotionnelle. J'y avais cru complètement jusqu'à aujourd'hui. Je ne te blâme pas, dis-je. Je pense que nous avons tous les deux des choses que nous devons aborder. Un soulagement visible l'envahit, il pensait que je lui offrais l'ouverture parfaite. J'ai pensé la même chose, dit-il, la voix s'adoucissant. Peut-être devrions-nous parler de la direction que nous prenons. J'acquiesçai, prenant une gorgée de vin. Je suis d'accord. Mais pas ce soir. Ce soir, profitons simplement du dîner. Nous pourrons parler ce week-end, vraiment parler, sans distraction. Il parut surpris mais satisfait de ma maturité, de mon caractère raisonnable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà en train de calculer, déjà en train de planifier. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il croyait connaître, n'avait jamais été aussi naïve qu'il le pensait. Plus tard cette nuit-là, j'étais allongé à côté de lui dans le lit, écoutant sa respiration régulière, fixant le plafond que nous avions peint ensemble lors de notre 3e anniversaire de mariage.
Je me souviens avoir ri si fort que nous avions mis plus de peinture sur nous que sur les murs. Je me souviens comment il m'avait regardé alors, comme si j'étais tout pour lui. Je me tournais vers lui dans l'obscurité, étudiant son profil. Qui était cet étranger qui pouvait dormir si paisiblement à côté de la femme qu'il prévoyait de rejeter? Et qui étais-je en train de devenir à la suite de cette trahison? Une chose était certaine, s'il voulait un divorce, il l'obtiendrait, mais pas à ses conditions. Jamais à ses conditions. Je fermais les yeux, formulant le début d'un plan. Le matin viendrait assez tôt, et avec lui, le premier jour de ma nouvelle réalité ou une réalité où je n'étais pas seulement une épouse abandonnée, mais une femme reprenant son pouvoir. Le week-end n'arriva jamais, du moins pas la conversation qu'il pensait que nous aurions. Vendredi matin, il partit au travail avec un baiser sur ma joue et la promesse de rentrer tôt pour que nous puissions parler correctement. Je souris et préparai son déjeuner comme je le faisais toujours, glissant ses biscuits préférés comme si rien n'avait changé. Au moment où sa voiture disparut au bout de notre rue bordée d'arbres, je me transformai. Fini l'épouse passive attendant que le couperet tombe, je devins une détective dans mon propre mariage, excavant les ruines de ce que je croyais autrefois être un terrain solide. Son ordinateur portable protégé par mot de passe fut ma première cible. Après 15 ans ensemble, les gens deviennent négligents en matière de sécurité. La combinaison était notre date d'anniversaire. Quelle délicatesse de sa part d'utiliser la date d'un engagement qu'il prévoyait de rompre. L'ironie était presque trop parfaite. Ce que je trouvais me retourna l'estomac, des courriels, des reçus d'hôtel, des conversations avec une collègue de travail nommée Allison qui allait bien au-delà des limites professionnelles, des photos qu'ils avaient échangées, des plans qu'ils avaient faits, y compris un calendrier pour son divorce. Il faut que je dépose la demande d'ici juin pour que tout soit réglé d'ici Noël, lui avait-il écrit. Elle sera raisonnable. Elle l'est toujours. Raisonnable. Le mot me brûla le cerveau. 15 ans de compromis, à me plier pour éviter de nous briser, et voilà comment il me voyait, un obstacle raisonnable à retirer de son chemin. Je documentais méthodiquement tout, transférant des copies à une adresse électronique dont il ne savait rien. Puis je passais au relevé téléphonique, au relevé de carte de crédit, au compte bancaire. Je ne pleurais pas. Les pleurs viendraient plus tard, dans des moments privés où la stratégie céderait la place au chagrin. Pour l'instant, j'avais besoin de clarté. À midi, j'avais le tableau complet. Leur liaison avait commencé il y a 8 mois lors d'une conférence à Chicago. Elle était plus jeune, bien sûr qu'elle l'était, et travaillait au service marketing. Ils avaient été prudents, mais pas assez pour une femme qui n'avait plus rien à perdre. Le vrai choc vint lorsque je découvris la piste financière. Au cours des 6 derniers mois, il avait systématiquement transféré de l'argent sur des comptes auxquels je n'avais pas accès, de petites sommes au début, puis des sommes plus importantes à mesure que sa date de départ approchait nos économies de retraite, notre fonds de vacances, même une partie de l'argent d'urgence que nous avions mis de côté pour de futures dépenses médicales. J'étais assise à notre table de cuisine, entourée d'imprimés et de notes, ayant l'impression de regarder la scène de crime de mon mariage. L'ampleur de sa trahison allait au-delà de la liaison, il essayait de s'assurer que je me retrouverais avec le moins possible. Protège-toi toujours en premier, disait ma grand-mère. Les hommes vont et viennent, mais le respect de soi est éternel. Je l'avais trouvé cynique quand j'étais jeune et amoureuse, maintenant ces mots résonnaient avec une sagesse prophétique. J'appelais pour me déclarer malade à mon travail à temps partiel à la bibliothèque. C'était plus important que de cataloguer des livres aujourd'hui. Puis je pris 3 rendez-vous, avec un avocat spécialisé en divorce, un conseiller financier et celui-ci me surprit même moi un thérapeute. Si j'allais naviguer sur ce champ de bataille, j'avais besoin d'alliés et d'une tête claire. Au moment où il m'envoya un texto pour dire qu'il serait à la maison à 18 h, j'avais effacé toute preuve de mon enquête. La maison était impeccable, le dîner était au four, et j'avais exactement la même apparence que d'habitude, l'épouse fiable sur laquelle il comptait pour rester ignorante jusqu'à ce qu'il soit prêt à lâcher sa bombe. J'attends avec impatience notre conversation, m'envoya-t-il par texto. J'ai pensé à nous toute la journée. Je parie que oui, pensais-je, en lui renvoyant un simple emoji cœur. Qu'il l'interprète comme il le voulait. Il arriva à la maison avec des fleurs, des œillets, pas mes roses préférées, il l'aurait su s'il avait prêté attention au cours de la dernière décennie et demie. Je les acceptai avec un sourire d'apparence sincère. Tu es magnifique, dit-il en m'étudiant comme pour essayer de jauger mon état émotionnel. J'avais juste envie de faire un effort, répondis-je en tournoyant dans la robe que je savais qu'il aimait, puisque nous allons avoir une conversation importante.
Le dîner fut atroce. Il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, répétant dans sa tête le discours qu'il avait préparé. Je maintenais une conversation agréable, lui posant des questions sur sa journée, hochant la tête aux moments appropriés, tout cela pendant que mon esprit cataloguait chaque mensonge, chaque subtil mouvement de ses yeux. Alors, dit-il finalement alors que nous débarrassions les assiettes, à propos de ce que tu as mentionné hier. Je le regardais avec attente, la vulnérabilité soigneusement arrangée sur mon visage. Je pense que nous nous éloignons depuis un certain temps maintenant, continua-t-il, la voix douce comme s'il annonçait une mauvaise nouvelle à un enfant. Nous voulons des choses différentes. Peut-être que nous ne faisions que suivre le mouvement. Je m'assis lentement. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, admis-je, mais je pensais que c'était juste une phase. Les mariages ont des hauts et des bas, n'est-ce pas? Il hocha la tête avec empressement, soulagé que je ne m'effondre pas, exactement. Parfois, les gens évoluent simplement dans des directions différentes. Y a-t-il quelqu'un d'autre, demandai-je doucement, observant attentivement son visage. La panique vacilla un instant avant qu'il ne se ressaisisse. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de nous qui ne sommes plus heureux ensemble. Un autre mensonge à ajouter à la collection. Je tendis la main par-dessus la table et pris la sienne, le sentant se détendre à ce qu'il percevait comme une acceptation. J'ai besoin de temps pour digérer ça, dis-je, ma voix se brisant juste assez pour paraître authentique. Pouvons-nous ne prendre aucune décision pour l'instant? J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Le soulagement sur son visage était palpable, je venais de lui donner exactement ce qu'il voulait, plus de temps pour préparer sa sortie pendant que je restais complaisamment dans l'ignorance. Bien sûr, dit-il en me serrant la main. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il n'y a pas d'urgence. Pas d'urgence, sauf pour la date limite de juin qu'il avait promise à Allison, sauf pour l'argent qu'il continuait de déplacer chaque semaine, sauf pour l'avocat qui avait déjà rédigé les papiers qui se trouvaient dans le tiroir de son bureau. Cette nuit-là, je pleurais de vraies larmes, non pas pour l'homme allongé à côté de moi, mais pour la femme que j'étais autrefois, la femme confiante qui croyait aux promesses éternelles. Elle avait besoin d'être pleurée avant que la nouvelle moi puisse pleinement émerger. Et elle émergerait. Pendant les 3 semaines suivantes, je devins l'actrice de toute une vie. Je jouais le rôle de l'épouse en train de gérer son mariage raté, parfois triste, parfois pleine d'espoir, toujours raisonnable. Je suggérais une thérapie de couple, ce à quoi il consentit à contre-cœur tout en trouvant des excuses pour reporter la prise de rendez-vous. Pendant ce temps, sous cette performance, je construisais le cadre de sa chute, brique par brique, avec soin. Ma première rencontre avec l'avocate spécialisée en divorce, Diane Reeves, un requin dans un élégant tailleur-pantalon, donna le ton à tout ce qui suivit. « Alors il ne sait pas que vous avez trouvé les papiers ?» demanda-t-elle en examinant les preuves que j'avais apportées. « Non, et il ne sait pas que je suis au courant de la liaison ou de l'argent qu'il a caché. » Elle sourit pour la première fois depuis que j'étais entré dans son bureau. « C'est notre avantage. Les hommes comme votre mari comptent sur le choc et la stupeur. Ils s'attendent à des larmes, des supplications, de la confusion. Ils ne s'attendent pas à une stratégie. Ensemble, nous élaborâmes un plan qui était à la fois légal et dévastateur. Première priorité, protéger mes intérêts financiers. Il commet une erreur classique, m'expliqua mon conseiller financier lors de notre 2e réunion. Il laisse des miettes de pain électronique partout, et le moment de ces transferts, tous postérieurs au début de la liaison, montre clairement qu'il s'agissait d'une tromperie financière préméditée. Je suivis leurs conseils méticuleusement. J'ouvris de nouveaux comptes dans différentes banques. Je rassemblai la documentation de tous nos actifs, y compris l'héritage que j'avais reçu à la mort de mon père, de l'argent qui avait servi à la rénovation de notre maison, qu'il prétendait maintenant être principalement son investissement. La thérapeute m'aida de manière inattendue. Le docteur Keller ne m'aida pas seulement à gérer mon chagrin et ma rage, elle m'aida à comprendre la psychologie à laquelle j'étais confronté. Il suit un schéma classique, expliqua-t-elle. Il réécrit votre histoire conjugale pour justifier ses actions. Dans son esprit, il a besoin de croire que vous étiez déjà malheureuse pour excuser sa trahison. Alors il croit réellement à ses propres mensonges, demandai-je. Les gens se voient rarement comme des méchants dans leur propre histoire, dit-elle. Comprendre cela vous donne du pouvoir. Pouvoir. C'est ce qui m'avait été volé, non seulement la fidélité de mon mari ou notre avenir, mais mon pouvoir d'agir dans ma propre vie. Le reprendre devint mon obsession. À la maison, la comédie continuait.
Nous existions dans un étrange entre-deux où nous prétendions tous les deux que les choses pourraient s'arranger tout en sachant qu'elles ne le feraient pas. Il devint plus distrait, prenant plus d'appels dans une autre pièce, rentrant plus tard. Je feignis de ne pas remarquer tout en documentant tout. Le tournant vint d'une source inattendue. Sa mère appela un mercredi après-midi alors qu'il était au travail. « Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» demanda-t-elle après nos politesses habituelles. Thomas se comporte bizarrement, il pose des questions sur le chalet familial et s'il a jamais été à ton nom. Le chalet familial. Une propriété que son grand-père lui avait léguée spécifiquement, un endroit qu'il avait promis serait toujours à nous, un endroit non mentionné dans aucun des documents financiers que j'avais trouvés. Tout va bien, mentis-je avec aisance. Nous mettons juste à jour quelques papiers. Tu sais comme il aime garder les choses organisées. Après avoir raccroché, j'ajoutai cette nouvelle pièce à mon puzzle. Il ne cachait pas seulement nos biens matrimoniaux, il essayait activement de protéger sa propriété héritée aux propriétés qui, selon les lois de notre État, devraient de toute façon rester son bien propre. Sa tromperie inutile révélait à la fois sa cupidité et son ignorance. J'appelai Diane immédiatement. « Cela nous aide en fait, dit-elle. Cela montre un schéma et une intention. Continuez à recueillir des informations, mais ne le confrontez pas encore. Le moment choisi est crucial. » Le moment choisi, en effet. La semaine suivante apporta une opportunité inattendue lorsqu'il annonça qu'il devait se rendre à Atlanta pour 3 jours. Le projet Henderson est dans sa phase finale, expliqua-t-il, ne croisant pas tout à fait mon regard. Il est crucial que j'y sois en personne. Le projet Henderson, sa fiction préférée. Je vérifiai le calendrier et réalisai avec une satisfaction sinistre que cela coïncidait avec l'anniversaire d'Allison, d'après leur message. Il prévoyait une escapade romantique déguisée en voyage d'affaires. « Je comprends, dis-je en l'embrassant sur la joue. Tu vas me manquer, mais je sais à quel point ton travail est important. » Au moment où son vol décolla, je mis mon plan en branle à plein régime. J'avais 72 heures de liberté pour exécuter la phase suivante. D'abord, je visitai notre coffre-fort à la banque, retirant des documents importants et des bijoux de famille irremplaçables ou des pièces que ma mère m'avait données et que je n'allais pas laisser devenir des monnaies d'échange. Ensuite, je rencontrai le comptable de notre famille, celui qui avait fait nos impôts pendant une décennie, et posai des questions innocentes qui révélèrent exactement combien mon mari avait caché au fisc, pas seulement à moi. Ces honoraires de consultation auraient dû être déclarés comme revenus, expliqua-t-il en fronçant les sourcils devant les documents que j'avais, accidentellement, découverts. Cela pourrait créer des problèmes importants en cas de contrôle fiscal. Ensuite, je rendis visite à ses parents pour le thé, chose que je faisais souvent quand ils voyageaient. Sa mère, toujours affectueuse envers moi, fut particulièrement chaleureuse ce jour-là. Thomas a de la chance d'avoir une épouse aussi dévouée, dit-elle en me tapotant la main, surtout avec à quel point son travail est devenu exigeant. Je souris en sirotant mon thé. Il travaille si dur pour notre avenir. J'essaie juste de le soutenir autant que je peux. La conversation dériva naturellement vers les affaires familiales, y compris le récent divorce de sa sœur. Une affaire si compliquée, soupira sa mère. Si seulement ils avaient été honnêtes l'un envers l'autre dès le début. L'honnêteté est tout dans un mariage, acquiesçai-je, mon cœur battant la chamade alors que j'ajoutais soigneusement, c'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que Thomas sache tout sur nos finances et nos affaires familiales. Je partis avec des étreintes chaleureuses et une tarte qu'elle avait cuisinée pour mon Thomas, travailleur, et avec les graines plantées pour ce qui allait suivre. La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsque je reçus un appel d'un détective privé que j'avais engagé. Il avait suivi les mouvements d'Allison et confirma ce que je soupçonnais, elle n'était pas à Atlanta avec mon mari, elle était à une conférence à Chicago avec son vrai mari. Cela signifiait que mon mari mentait à tout le monde, à moi sur le calendrier du divorce, à Allison sur le fait de me quitter immédiatement, et à nous deux sur ses allées et venues. Maintenant, alors que j'étais assise dans notre bureau à domicile, entouré de preuves de sa duplicité et de mes contre-mesures, un calme étrange s'installa en moi. La douleur était toujours là, mais maintenant elle était accompagnée de quelque chose d'autre, une froide certitude que la justice était à portée de main. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à composer 3 courriels cruciaux qui ne seraient pas envoyés avant le moment précis. Tout était en place. Tout ce dont j'avais besoin maintenant, c'était qu'il fasse son coup. Il revint d'Atlanta, bronzé et distant. La marque de bronzage suggérait un endroit tropical plutôt que des salles de conférence, un autre mensonge à ajouter à la collection. Je remarquai qu'il m'observait attentivement, jaugeant mon humeur, ma réceptivité.
Le moment de sa grande révélation approchait, je pouvais le sentir. Comment s'est passé ton voyage, demandai-je alors que nous nous préparions pour aller au lit ce soir-là. Productif. Épuisant. Comme d'habitude. Il n'élabora pas, et je n'insistais pas, tu m'as manqué, dis-je, les mots sonnant étrangers sur ma langue. La maison semble vide sans toi. Quelque chose comme de la culpabilité traversa son visage. Bien. Qu'il porte cela dans ce qui allait suivre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il fit enfin son coup. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, remuant son café avec une intensité inhabituelle, à nous, à notre avenir. Je m'assis, avalant ma tartine, arrangeant mes traits en une expression d'attention préoccupée. Qu'en est-il de notre avenir? Je ne pense plus que ça marche. Nous, je veux dire. Il tendit la main par-dessus la table, un geste de compassion répété. Nous nous sommes éloignés. Nous voulons des choses différentes. Je laissai mes yeux se remplir de larmes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il secoua la tête trop rapidement. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de nous qui ne nous rendons plus heureux. Le même script qu'il y a quelques semaines, mot pour mot, comme s'il l'avait répété devant un miroir. Je vois, dis-je doucement. J'ai parlé à un avocat, continua-t-il, gagnant en confiance grâce à ma soumission apparente, juste pour comprendre nos options. Je pense que nous pouvons faire ça proprement, simplement. Nous avons toujours été bons pour communiquer. J'acquiesçai lentement, laissant tomber une larme. Quand as-tu décidé cela? Ça couvait depuis un moment, dit-il, la voix douce d'une sympathie étudiée. Je pense que nous le savons tous les deux. Et les papiers? Quand allais-tu m'en parler? Sa tasse de café se figea à mi-chemin de ses lèvres. Quels papiers? Les papiers de divorce dans le tiroir de ton bureau. Ceux déjà remplis avec mon nom dactylographié dessus. Ceux datés d'il y a 3 semaines. La couleur quitta son visage. Tu as fouillé dans mon bureau? Je rangeais ton linge, dis-je simplement. Mais ce n'est pas vraiment la question, n'est-ce pas? Il se reprit rapidement, passant à son personnage raisonnable et logique. J'allais tout discuter avec toi d'abord. C'était juste préliminaire, pour comprendre le processus. Comme le processus de transférer nos économies sur des comptes à ton seul nom. Ou le processus de réclamer le chalet comme bien propre alors que nous avons utilisé des fonds communs pour l'entretenir pendant une décennie. Ce genre de processus. Ses yeux s'écarquillèrent. Son récit soigneusement construit s'effondrait devant lui, et je pouvais le voir se démener pour s'adapter. Ce n'est pas ce que tu penses, commença-t-il. Ça ne l'est jamais, l'interrompis-je, ma voix plus forte maintenant. Tout comme Allison n'est pas ce que je pense, n'est-ce pas? Juste une collègue? Juste quelqu'un avec qui tu planifies un avenir depuis Chicago l'année dernière? Il se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol. Tu m'as espionné. Non, Thomas. Je me suis protégé de toi. Je restais assise, calme. Il y a une différence. C'est exactement pourquoi, commença-t-il, puis s'arrêta. Pourquoi quoi? Pourquoi as-tu décidé de tricher au lieu d'avoir une conversation honnête? Pourquoi as-tu décidé de cacher de l'argent au lieu de respecter le partenariat que nous avons construit? S'il te plaît, éclaire-moi. Sa colère défensive se transforma en calcul, je pouvais presque le voir réévaluer, chercher un nouvel angle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Les choses se sont compliquées. Les sentiments ont changé. Ça arrive dans les mariages. Oui, ça arrive, acquiesçai-je. Ce qui n'arrive pas simplement, c'est la tromperie financière systématique et la trahison préméditée. Il arpenta la cuisine, passant sa main dans ses cheveux. Que veux-tu? De l'argent? La maison? C'est de ça qu'il s'agit dans cette confrontation? Je souris pour la première fois ce matin-là. Non, Thomas. Cette confrontation concerne les conséquences. Je pris mon téléphone et ouvris un courriel. Pendant que tu profitais de ton voyage d'affaires dont nous savons tous les deux qu'il n'était pas à Atlanta et pas avec Allison, qui était à Chicago avec son mari, j'ai pris la liberté de m'assurer que tout le monde sache exactement qui tu es. Son visage pâlit. Que as-tu fait? Rien pour l'instant. Mais à moins que tu n'acceptes mes conditions pour notre divorce, ces courriels s'enverront automatiquement dans 24 heures.
Je lui montrai l'écran, des courriels adressés à son patron, détaillant comment il falsifiait les notes de frais pour financer des chambres d'hôtel avec Allison, à ses parents, avec des preuves de sa liaison et de ses tromperies financières, et au fisc, concernant certains revenus non déclarés qu'il cachait. « Tu ne ferais pas ça » murmura-t-il. « Absolument que si. Tout comme tu m'aurais laissé financièrement dévasté sans une seconde pensée. » Je me levai, enfin à sa hauteur. « Mais contrairement à toi, je te donne le choix. » Je fis glisser un dossier sur la table. Mes conditions sont justes. J'obtiens la maison, que mon héritage a largement payé pour rénover, la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris ceux que tu as commodément déplacés, et la pleine propriété de la petite entreprise que nous avons créée ensemble et que tu prétends sans valeur. Il ouvrit le dossier avec des mains tremblantes, parcourant les documents que mon avocate avait préparés. C'est de l'extorsion, dit-il faiblement. Non, Thomas. Ce sont les conséquences. Tu as essayé de me détruire discrètement. Pensais-tu vraiment que j'allais simplement accepter cela avec grâce? Et si je refuse, alors les courriels s'envoient, et nous ferons cela à la dure, avec ta réputation, ta carrière et tes relations familiales en lambeaux. Je regardai ma montre. Tu as jusqu'à demain à la même heure pour signer. Mon avocate attend ton appel pour confirmer. Je reste à l'hôtel ce soir. Tu peux me joindre sur mon portable si tu décides d'être raisonnable. Alors que je me dirigeais vers la porte, il m'appela, la voix brisée par la première émotion sincère que j'entendais de lui depuis des mois. « Attends. S'il te plaît. Nous pouvons en parler. » Je me retournai, croisant son regard une dernière fois. « C'est ça le problème, Thomas. Nous aurions pu parler de n'importe quoi. Tu aurais pu me dire que tu n'étais pas heureux. Tu aurais pu demander le divorce, honnêtement. Au lieu de cela, tu as choisi la tromperie à chaque tournant. » La prise de conscience qui se dessinait sur son visage valait presque la douleur des derniers mois. Il n'était pas face à l'épouse conciliante et raisonnable à laquelle il s'attendait, il était face à une femme qui avait méthodiquement démantelé chacun de ses plans d'urgence. « J'attendrai ta décision, dis-je en fermant la porte derrière moi. Le lendemain à midi, mon avocat appela. Il avait tout signé, chaque condition acceptée sans négociation. La victoire avait un goût à la fois plus doux et plus amer que je ne l'avais imaginé. Le divorce fut finalisé 3 mois plus tard, propre, efficace et entièrement selon mes conditions. Les courriels ne furent jamais envoyés, ils avaient rempli leur rôle de moyen de pression. Son secret restait à lui de le gérer, bien que je soupçonne qu'Allison ait eu ses propres révélations sur la personne avec qui elle s'était réellement impliquée. Je restais dans notre maison, ma maison maintenant, en repeignant chaque pièce dans des couleurs qu'il avait opposées au fil des ans. La chambre principale devint d'un vert sauge apaisant au lieu du beige dont il avait insisté qu'il était, intemporel. La cuisine se transforma d'un blanc stérile en une terre cuite chaleureuse qui donnait au café du matin l'impression d'une étreinte. À chaque coup de pinceau, je récupérais un autre morceau de moi-même. Le règlement financier assura ma sécurité, mais plus important encore, il représentait la justice, pas la vengeance. Je ne pris que ce qui m'appartenait de droit, mais la restauration de l'équilibre que sa tromperie avait tenté de détruire. Les amis et la famille furent surpris par notre séparation, mais je maintins un silence digne sur les détails. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes, disais-je, faisant écho à ses paroles avec une ironie privée. Je n'avais aucun intérêt à le détruire publiquement, le voir comprendre toute la mesure de son erreur de calcul avait été une satisfaction suffisante. 6 mois après le divorce, ma sonnette retentit un dimanche après-midi. Je l'ouvris pour trouver Thomas debout là, semblant à la fois familier et étrange, comme une photographie légèrement floue. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il, les mains fourrées dans ses poches comme un écolier contrit. J'envisageais de fermer la porte mais m'écartai plutôt. La curiosité, et non le désir, motiva ma décision. Il traversa la maison, remarquant tous les changements avec une surprise visible. « Ça a l'air différent. »« C'est différent » répondis-je simplement, le conduisant à la cuisine, maintenant ma pièce préférée de la maison. Il s'assit au comptoir, déclinant mon offre polie de café. « Je voulais voir comment tu allais. »« Je vais bien, dis-je, et je le pensais. »« Pourquoi es-tu ici, Thomas ?» Il fixa ses mains pendant un long moment. « Allison et moi, ça n'a pas marché. » Je ne ressentis rien à cette révélation, ni satisfaction, ni justification, ni même surprise. « Je suis désolé de l'entendre. J'ai pensé à nous, à ce qui s'est passé, à ce que j'ai gâché. » Il leva enfin les yeux, cherchant quelque chose dans les miens.
J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Voilà, le moment qu'une partie de moi avait peut-être attendu, le moment de son regret, de sa reconnaissance de ce qu'il avait perdu, le moment où, dans une autre histoire, l'épouse bafouée pourrait s'adoucir, pourrait envisager la réconciliation. Mais ce n'était pas cette histoire, et je n'étais plus cette femme. Qu'est-ce que tu espères exactement ici, demandai-je doucement. Une seconde chance, dit-il, la voix brisée, d'essayer à nouveau, sachant ce que je sais maintenant. Je n'ai jamais apprécié ce que nous avions jusqu'à ce que ce soit parti. Je l'étudiais, cet homme autour duquel j'avais autrefois construit mon monde. Il y avait maintenant dans ses yeux une sincérité qui avait été absente lors de ces derniers mois ensemble. Peut-être avait-il appris quelque chose. Peut-être avait-il changé. Mais moi aussi. Thomas, dis-je prudemment, ce que nous avions est parti, non seulement à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui je suis devenu depuis. Je ne suis pas la même personne qui aurait tout pardonné pour maintenir notre mariage intact. Tu n'as pas à décider maintenant, insista-t-il. Nous pourrions commencer doucement, un dîner un de ces jours, des conversations, reconstruire. Je secouai la tête. Les fondations sont trop endommagées. Et honnêtement, j'ai trouvé plus de paix dans cette nouvelle vie que je n'en avais dans nos dernières années ensemble. Y a-t-il quelqu'un d'autre, demanda-t-il, faisant inconsciemment écho à ma question d'il y a des mois. Je souris. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de moi étant heureuse avec qui je suis maintenant. L'ironie ne nous échappa à aucun de nous deux. Il hocha lentement la tête, acceptant la symétrie du moment. Alors que je le raccompagnais à la porte, il s'arrêta sur le seuil. Je suis vraiment désolé pour tout. Tu méritais mieux. Oui, acquiesçai-je simplement. Je le méritais. Après son départ, je m'assis sur ma balançoire de Porsche, un nouvel ajout que j'avais installé le mois dernier, et regardai le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs trop complexes pour être nommé. Je ne ressentis aucun triomphe dans sa souffrance, aucune joie dans son regret, seulement une certitude tranquille que l'univers avait une étrange façon d'équilibrer ses comptes. La femme que j'étais il y a un an aurait tout donné pour l'entendre supplier pour une autre chance, la femme que je suis maintenant comprend que certaines fins, aussi douloureuses soient-elles, rendent possible des débuts nécessaires. J'ai appris que la trahison ne doit pas vous définir, elle peut, au contraire, vous affiner, brûlant les illusions et laissant quelque chose de plus fort à leur place non pas endurci ou amer, mais lucide et résili. Parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui essaie de vous effacer de votre propre histoire est de prendre la plume et de commencer un tout nouveau chapitre, un chapitre où vous êtes à la fois auteur et protagoniste, un chapitre où le bonheur ne dépend pas des choix d'une autre personne. C'est le rebondissement qu'aucun de nous n'avait vu venir.